Bonjour Monsieur Stanley. On Bonjour. dit Steinley? En allemand, c'est Steinle. Steinle? Ok, Bon, voilà, mais très bien. sinon, J'ai prévu trois catégories de questions. Une première sur la série Histoire parallèle en elle-même, sur sa portée historique, son vécu social par les gens. Une deuxième sur la fabrication de l'émission, le tournage, la préparation. Et puis une troisième partie qui concerne comment voir Histoire parallèle aujourd'hui, avec les problèmes de stockage et les problèmes de droit. parfait. Très bien, Alors, très bien. après, par rapport à ma légitimation, je suis aussi à la fois, j'ai travaillé sur Histoire parallèle, sur l'œuvre audiovisuelle de Marc Furon en général, mais en même temps, je suis aussi témoin parce que j'ai travaillé pour Histoire parallèle à l'époque en tant que documentaliste. Donc, ce que je dis, c'est aussi prendre avec les précautions parce que c'est pas que je suis un nostalgique, mais à mon avis, c'est Histoire parallèle, c'était une des meilleures émissions sur l'histoire qu'on trouve à la télé. Je suis allemand, je suis né en Allemagne et j'ai regardé pas les premières émissions parce que avant Arte, c'était pas possible. Mais après l'arrivée d'Arte en Allemagne, j'ai regardé les émissions avec mon grand-père qui était aviateur chez la Luftwaffe. Et on n'était pas d'accord sur grand-chose, sauf que c'est une bonne émission. Lui, parce qu'il voyait ses copains de l'époque, et moi, parce que on m'expliquait ce qu'il faisait. Vous êtes aussi historien. Euh, oui, je travaille sur le cinéma, les médias. J'ai fait aussi des études d'histoire. Après, je suis plutôt voilà, soit historien de la télévision, du cinéma, ou moi j'ai une approche historique. Thierry Garel, qui a beaucoup influencé le documentaire en France, notamment sur la 7 et sur Arte, disait que Histoire parallèle aura au final concrétisé le projet franco-germanique de la chaîne culturelle Arte. Je pense qu'il a raison. Et je ne vois pas d'autres émissions qui ont réalisé cette idée qui fait partie de la DNA d'Arte. Parce que sinon, quand on regarde, la plupart des émissions sont soit réalisées en France, soit, même si ce sont des magazines qui contiennent des contributions des deux côtés, ça soit réalisé par une équipe française, soit par une équipe allemande. Et il y a très peu d'émissions qui ont vraiment une perspective franco-allemande. Et Peut-être carambolage, mais oui, voilà. Après, c'est un peu à nuancer parce qu'Histoire parallèle était quand même une production française. Mais l'idée d'origine était de ce regard parallèle avec deux actualités, une française, une allemande, deux historiens, un français et un allemand. est-ce que vous pensez que, là, en élargissant la perspective juste franco-allemande, il y a d'autres émissions, à votre connaissance, dans le monde, qui ont abordé des thèmes comme ça, internationaux, entre plusieurs pays, d'un point de vue historique? Est-ce que Non, Histoire parallèle, de votre point de vue, est unique au monde, quelque part? non, je pense que c'est déjà au niveau de la longévité et aussi des dimensions, 630 émissions sur 11 ans. À ce niveau, c'est unique. Et après aussi au niveau aussi bien des documents, parce qu'il y a des documents du monde entier. Il y a des films de fiction, essentiellement quand même des actualités, mais aussi des films documentaires, avec cette particularité que les réflexions, les analyses et les explications partent toujours de l'image. C'est pas comme, je dirais, aujourd'hui encore, la plupart des documentaires plaquent des archives pour illustrer un propos préconstruit. Et Histoire parallèle était à ce niveau-là le contraire, avec, bon, après, on peut parler aussi du rapport au public, comme il a inscrit l'émission dans le quotidien aussi des téléspectateurs, ils ont créé dont vous êtes l'un des témoins, peut-être un très bon exemple, un rapport particulier à cette émission qui correspond à ce qu'on a avec des séries télévisuelles, genre Friends, ce qui est rare et je dirais même unique par rapport à une émission à caractère historique et aussi avec un apport pédagogique très important. Il y a quelque chose qui m'a frappé justement avec Histoire parallèle,
et dont j'ai pris conscience, je pense, en 1995, lorsqu'on arrivait à la fin de la guerre. J'avais suivi Histoire parallèle quasiment depuis le début, donc de 1989 à 1995. Et quand l'armistice est arrivé, je me suis rendu compte que j'avais vécu 5 ans à peu près, et que ces 5 ans de ma vie, je pouvais les mettre en parallèle avec les 5 ans de la guerre. Et dans mon souvenir, la Seconde Guerre mondiale, ça a été quelque chose de tellement épouvantable. Il y a eu tellement de productions, tellement de films, de livres, de romans, de documentaires, que j'avais l'impression de façon intuitive, sans y réfléchir, que ça avait duré 20 ans, 30 ans, 50 ans, tellement il y avait de documents. Et en s'inscrivant dans la durée, Histoire parallèle m'a fait prendre conscience de la durée réelle, même si on ne peut pas comparer 5 années passées aujourd'hui en l'an 2000 avec 5 années passées en France pendant l'occupation, surtout ceux qui étaient enfermés dans des camps. C'était vraiment quelque chose que j'ai ressenti de très fort et j'ai été surpris, enfin, oui, j'étais surpris en fait en lisant votre livre que vous avez fait avec votre équipe sur l'œuvre euh, audiovisuelle de Marc Ferraud, que c'était justement l'un des deux propos en fait, qui était que les gens donc retrouvent l'histoire, mais qu'aussi ils le vivent dans la durée. Oui, et je pense que ça aussi, c'est une caractéristique d'histoire pareille, et ce qui fait aussi sa qualité, c'est de rendre l'histoire sensible comme un processus ouvert. Quand on regarde un documentaire aujourd'hui sur la guerre, on sait comment ça va se terminer. On a 6 ans de guerre comprimés en, dans les meilleurs des cas, 80 minutes, 90 minutes. Et tout est clair. On sait comment ça va se terminer. Pendant que quand on a les actualités de l'époque, on les met en parallèle, surtout la Deuxième Guerre mondiale. Au début, on ne savait pas ce qui va se passer. Et donc, je pense que ça permet aussi, c'est une vision de l'histoire qui est le contraire de ce qu'on a dans des documentaires genre Apocalypse où tout est clair, on sait comment ça va se terminer. Et ça permet de comprendre aussi mieux ce qu'ont pu vivre les gens à l'époque. Si on historise Histoire parallèle, je pense que c'est aujourd'hui on a moins conscience, mais c'est la première fois qu'on rend les actualités de guerre et aussi après l'après-guerre accessibles dans leur entièreté. C'est-à-dire, avant, n'existait que le public n'avait accès qu'à des petits morceaux, à des bouts, souvent remontés. Et avec Histoire parallèle, on a rendu les actualités qui étaient le média visuel dominant à l'époque par rapport à l'information politique. Et ça montre aussi pas seulement les batailles qui ont utilisé dans les documentaires, mais aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire la mode, le foot, les enfants, le zoo, tout ce qu'on a dans les actualités. Ce qui donne aussi aux spectateurs pas de voir l'époque avec les yeux de l'époque, mais d'avoir les informations qu'on avait à l'époque. Voilà, je pense que la valeur d'Histoire parallèle pour les spectateurs à l'époque, c'était aussi de découvrir toute l'imagerie, toute l'iconographie qu'a vu le public à l'époque, auquel on n'a pas accès ou dont parlaient peut-être les grands-parents, parce que pour les grands-parents, ils sont allés voir les actualités, fort probablement parce qu'il y a le sport ou autre chose, et pas forcément parce qu'il y a un discours d'un politique. J'ai vu toujours en lisant votre livre qu'il y avait l'actualité d'il y a 40 ans. Alors, c'est Die Woche vor, Warum vor 40 Jahren? voilà, merci, qui avait commencé en 73. Vous en parliez donc dans votre livre. Savez-vous si l'émission s'est arrêtée peu de temps après ou si elle a duré jusqu'à l'émission donc en 92 sur Arte? Alors, ce qui est dans un article, j'avais écrit que la productrice de l'émission, Louise Etnel, qui avait l'idée, d'ailleurs c'est Marc Ferraud qui lui-même a toujours souligné que c'était l'idée d'Histoire parallèle vient de Louise Etnel.
c'était pas lui. Et j'avais compris qu'elle s'est inspirée de cette émission. Je lui ai redemandé il y a quelques mois. Elle m'a dit que non, elle la connaissait pas du tout. Et donc, probablement, il n'y avait aucun rapport. Il faut aussi dire que cette émission allemande, elle passait sur des chaînes locales en Allemagne, des chaînes régionales. Et c'était une série, mais qui avait comme principe de mettre deux éléments filmiques en parallèle. Ça pourrait être des documentaires, souvent c'était des actualités, il y a 40 ans ou il y a 20 ans, mais il n'y avait pas un principe, un fil narratif comme pour Histoire parallèle à la guerre. Et en plus, je pense que c'est une émission qui a été vue très peu. L'inspiration d'Histoire parallèle vient de l'expérience qu'a fait Louise Zetnel avec les archives. C'était l'une des premières qui a produit des émissions sur base d'images d'archives comme la série Propagande. Et malheureusement, elle est morte cette année. Et c'est quelqu'un qui était assez discret. Il n'y a pas de documents d'elle. Et pourtant, elle a joué un rôle important aussi dans la création d'Arte. Voilà. Et vous indiquez que l'audience pour cette émission donc, de l'actualité d'il y a 40 ans en Allemagne était plutôt faible parce qu'elle passait sur des chaînes locales ou régionales. Lorsque est arrivé Histoire parallèle via Arte en 92 en Allemagne, le dispositif était, j'imagine, différent, puisque là, on avait Histoire parallèle avec deux historiens qui commentaient les images, ce qui n'était peut-être pas le cas auparavant. Mais là, l'expérience allemande est différente parce qu'en France, ça a commencé comme expérience franco-allemande, pendant que pour les Allemands, quand l'émission arrive en 92, la guerre mondiale s'est élargie. L'émission aussi, ce qui fait qu'il y a maintenant des historiens aussi anglais, soviétiques, américains, du monde entier. Donc, pour le public allemand, Histoire parallèle n'a pas commencé comme projet franco-allemand. Après, il y avait quand même des historiens allemands comme Klaus Wenger ou Rudolf von Tadden qui étaient souvent présents. Et après, il faut aussi souligner que Arte en Allemagne, à l'époque, encore aujourd'hui, n'a pas été diffusé sur l'antenne, mais uniquement par le câble. Ce qui fait qu'il y avait déjà la concurrence était plus grande parce que sur le câble, il y avait plusieurs chaînes culturelles, même s'il n'y avait pas encore des chaînes sur l'histoire. Et il n'y avait pas tout le monde qui avait le câble à la maison. Et l'émission a eu un succès important en France pour une émission de ce type. Est-ce que vous pensez que si Arte avait été diffusée par voie hertzienne et non sur le câble en Allemagne, le succès aurait pu être équivalent? C'est une très bonne question. Je ne suis pas sûr. Marc Ferraud, il avait dit que pour le public allemand, c'était plus difficile à voir que pour le public français parce que, bon, on sait comment ça se termine. Et que l'histoire nazie en Allemagne est toujours liée à la responsabilité par rapport à cette histoire, avec la volonté de ne pas savoir, ne pas vraiment vouloir voir ce qui s'est passé. Et donc, voilà, je ne serais pas sûr. Et je me rappelle qu'à l'époque, quand moi je travaillais pour Histoire parallèle, la productrice de l'émission, Christine Morisset, après la diffusion, elle a toujours donné l'audimat qui, pour le côté français, était généralement très bon par rapport aux autres émissions d'Arte, mais elle n'a jamais donné le chiffre pour l'Allemagne parce qu'il était insignifiant. Et vous parliez de responsabilité. Moi, ça me fait penser à la première émission d'Histoire parallèle, dont un extrait est disponible sur Internet, où Marc Ferraud demandait, j'ai justement revu l'émission juste avant
notre rencontre, Marc Ferraud demandait est-ce qu'il y avait le sentiment de culpabilité chez les Allemands qu'on imaginait chez nous en France pour tout ce qui s'est passé. Et Klaus Wenger, qui était avec lui, a fait un nom de la tête en disant certainement pas dans ma famille. Pour mon père, il y avait une autre notion qui pour lui était primordiale, essentielle, c'était la responsabilité. La responsabilité allemande, après avoir déclenché cette guerre, et cette extermination du peuple juif et cet autre peuple, il était imprégné de la responsabilité de construire autre chose, une Allemagne paisible. Donc c'est quelque chose que je retrouve dans vos propos en parlant de responsabilité également. Je pense qu'on a du mal en France à avoir ça. On a des difficultés avec la guerre d'Algérie, par exemple, à être au clair avec ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a l'actualité sur le Rwanda où on a du mal à définir aussi, à parler de ce qui s'est passé. Voilà. Mais on a des difficultés en France, je trouve, à digérer tout ça, comme vous avez pu le faire, vous, en Allemagne. Euh, oui, après, il faut se dire que Klaus Wenger, sa famille, déjà, c'est des intellectuels qui n'étaient pas impliqués dans le régime nazi. Je pense que par rapport à la grande majorité, par rapport à la majorité des Allemands, qui étaient plutôt ce qu'on appelle les Mitläufer, ceux qui ne faisaient pas partie du côté des bourreaux ni des victimes, mais qui ont assisté et qui ne sont pas opposés. Et à ce niveau-là, dominait plutôt une volonté de ne pas vouloir savoir vraiment. Oui, c'est ce que Euh, Klaus Wenger racontait justement dans cette émission, qu'il avait vu le documentaire Mein Kampf, qui lui avait ouvert les yeux sur des choses dont ses parents ne souhaitaient pas parler, tellement c'était, j'imagine, difficile pour eux, une souffrance pour eux. oui, après, c'était aussi en Allemagne, l'Allemagne est après, il faut aussi dire, on parle toujours de l'Allemagne de l'Ouest, parce qu'en RDA, c'était différent. L'antifascisme était un argument de légitimation de l'État communiste. C'est-à-dire, la RDA s'est définie comme État antifasciste, après, au prix de, on pourrait dire, délocaliser la responsabilité. Donc, nous, on a fait le travail pendant qu'en Allemagne de l'Ouest, il y a toujours les anciens nazis, c'est l'impérialisme au pouvoir. Et donc, ils sont dans la continuité de l'Allemagne nazie, pendant que nous, on est en rupture. Avec, je dirais, en commun avec l'Allemagne de l'Ouest que la majorité de la population, ils ont préféré ne pas vouloir savoir. Donc vous avez travaillé sur l'histoire parallèle de 1997 à 2001. C'était donc après le changement de structure de l'émission intervenu en octobre 95, où l'émission a cessé de coller à l'actualité de la semaine pour devenir thématique. Vous, donc, vous êtes arrivé dans cette période-là, qui était la période plutôt thématique. En quoi consistait votre travail? Quand l'émission est après 45, d'ailleurs, il y avait une discussion, est-ce qu'on continue ou pas? Parce que la guerre, il y a un fil rouge évident qui n'existe après 45, même s'il y a la guerre froide, ça devient plus compliqué à s'inscrire dans l'actualité. Et donc, avec la décision de faire des émissions thématiques, il fallait faire un travail beaucoup plus important sur les archives. Parce que du coup, il n'était pas suffisant, on ne pouvait plus mettre juste deux actualités en parallèle. D'ailleurs, il y avait toujours des émissions avec l'ancienne formule. Généralement, quand ils ne savaient pas trop quoi faire, on a pris deux émissions, une par exemple de l'Allemagne de l'Est, une de l'Allemagne de l'Ouest, on les a mis en parallèle. La guerre froide était surtout à cette époque assez chaude pour que ce parallèle permettait d'analyser le conflit. Mais quand il y avait des émissions sur la mode, par exemple, ou sur les pèlerinages, sur la mafia, sur la peine de mort,
Là, il fallait trouver des documents dans le monde entier, ce qui a fait que le travail du documentaliste était devenu beaucoup plus important. Ça a aussi changé le travail de l'historien. On n'était plus dans la dimension, dans l'actualité de l'époque, mais dans l'histoire sur plusieurs années ou plusieurs décennies même. Et du coup, ces archives que vous réutilisiez, elles arrivaient comment en fait? C'était des supports qui étaient des pellicules, c'était des cassettes déjà avec des pellicules en télécinéma qui étaient numérisées. Je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile à imaginer parce qu'à l'époque, Internet était encore à ses débuts. Oui. Donc, on a déjà envoyé des mails pour commander des films, mais les films arrivaient pas en pellicule, mais généralement en VHS pour les visionner. Et après, quand on a décidé de diffuser un extrait, on les a commandés en bêta SP, c'est-à-dire en qualité digitale. Au début, on a travaillé surtout avec les actualités. Il y avait les listes du côté américain, britannique, français, et on a regardé où est-ce qu'il y a peut-être un même sujet. Après, on a commandé les VHS et après, on a discuté avec Marc Ferraud pour savoir aussi ce que lui, il voudrait dire et ce qu'il cherche. Et souvent, lui, il s'est souvenu des films qu'il a vus, des documentaires, mais aussi des fictions qu'on a cherchées. Et après, souvent, la plus grande difficulté n'était pas forcément de trouver des films, mais de régler les droits. Et je dirais la liste des archives qu'on n'a pas vues est beaucoup plus longue que, que ce qu'on a vu finalement, parfois pour des raisons l'ayant droit n'a pas voulu donner les droits, mais généralement, c'était parce que c'était trop cher. Et d'ailleurs, ça, c'est d'ailleurs toujours choquant que l'INA était parmi les archives les plus chères, ce qui fait que la dernière institution à laquelle on a fait appel, c'était l'INA. Et je suis toujours choqué comme quoi, pour la télévision publique, une institution plus ou moins publique comme l'INA a des tarifs prohibitoires. Bon, ça, c'est une petite parenthèse par rapport à la censure économique et une absurdité politique euh, qui est malheureusement toujours d'actualité. Voilà, donc par rapport aux archives, le travail consistait à faire des propositions à Marc Ferraud, qui a discuté ça avec la productrice et avec Didier Lescevich, qui étaient les réalisateurs, et ensuite les trouver, régler les histoires de droit, qui souvent a pris le plus de temps. Ensuite, les commander et après la diffusion, de noter combien finalement a été utilisé, communiquer ça pour après payer les droits. Alors ces problèmes de droit, ils devaient être beaucoup plus complexes, j'imagine, dans la partie thématique que auparavant, parce que avant 95, c'était systématiquement les actualités qui étaient diffusées, qui correspondaient à une même source, j'imagine, pour chacun des pays belligérants qui étaient étudiés. Et par émission, il me semble que vous étudiez deux ou trois pays grand maximum. Donc c'était plus simple que par la suite quand vous faisiez des émissions thématiques, c'est ça? Oui, beaucoup parce qu'en plus, je pense qu'Histoire parallèle a montré plus ou moins toutes les actualités de guerre allemandes et on avait une espèce d'abonnement. C'est-à-dire, ils ont envoyé, je pense que c'était par trimestre, ils ont envoyé les conducteurs. Voilà, c'est la liste thématique de chaque actualité, c'était les conducteurs et les VHS. Après, il fallait commander ça. Et par exemple, on a fait une émission sur la Corée avec des documents de la Corée du Sud et pas de la Corée du Nord, mais donc il fallait aussi communiquer en anglais, ce qui n'a pas toujours marché. Et après, il fallait négocier les droits. Parfois, c'était même plus facile de trouver des extraits d'un film hollywoodien que d'images d'archives amateurs. Je me rappelle des images
amateur d'une synagogue qui brûle, parce que on voit toujours la même image. La synagogue qui brûle, c'est une image des actualités allemandes, et tous les documentaires sur la nuit de cristal, entre guillemets, utilisent cette image. Or, il y a des images amateurs qui montrent ça aussi, mais l'ayant droit, il voulait l'équivalent de 200-300 euros par seconde. Voilà ce qu'on avait refusé. Par contre, les studios hollywoodiens, alors soit c'était tellement cher qu'on ne discutait même pas, soit on pouvait négocier, et quand certains ont accepté une logique culturelle, et nous ont donné les droits à un prix accessible. Et alors justement sur ces droits, il y avait des ayants droit qui étaient plus faciles, donc j'imagine, à aborder quand on était dans la partie historique pendant la guerre avant 95, parce qu'il n'y avait qu'une seule source. J'imagine qu'il y avait une source pour les actualités donc allemandes, une pour les britanniques, une pour les françaises. Non, non, il y a plusieurs, parce qu'il y a, bon, pour les Allemands, il n'y a qu'une actualité de guerre, mais les Britanniques, aussi aux États-Unis, il y avait plusieurs actualités, ce qui d'ailleurs permettait aussi de faire un choix, et bon, parfois aussi choisir les images les plus spectaculaires. Et il y avait aussi des actualités qui venaient du RSS, d'Italie, de Pologne, du Japon. De la Corée, Oui, Corée, beaucoup de sources. du monde entier. Mm. J'ai lu qu'il y avait eu des archives, je ne sais plus où j'ai lu ça, qui avaient été obtenues en échange d'une camionnette. J'ai mal lu ou? Une camionnette. Oui. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses, et il me semble qu'il y avait eu des archives russes qui auraient été obtenues en échange d'un fourgon. Peut-être que Ah, j'ai mal compris. je pense que ça, c'est l'anecdote. Les Américains ont obtenu les actualités de guerre parce que c'était les Russes qui avaient la main sur les archives allemandes. Et en 1945, quand c'était Stuart Schulberg, il a enquêté pour le procès de Nuremberg. Il a enquêté et a cherché des preuves. Et donc, des films. Et je pense que il y a un dernier ouvrage de Sylvie Perk qui en parle, de D'accord. cet Donc épisode-là. ce sont pas des négociations qui concernent l'histoire parallèle, en fait. Non, non. D'accord. Après, ce qui était aussi intéressant avec les actualités, là, c'était relativement facile parce qu'ils avaient leurs tarifs. Après, avec le Bundesarchiv qui gère les droits, non, ce n'est pas le Bundesarchiv, c'est les archives fédérales à Berlin qui ont les films, et après, c'est géré par à Munich. Mais ils avaient des tarifs pour Histoire parallèle, comme c'était plus ou moins une actualité chaque semaine, il y avait un tarif préférentiel. Avec les autres, c'était en plus les prix des actualités sont plus ou moins les mêmes. Et donc, c'était aussi facile à calculer. On savait ce qu'on peut s'offrir. Par contre, pour ce qui est documentaire, ou même surtout la fiction, là, tout était possible. Et au niveau des images, tout se négocie. Et donc, je me rappelle d'une émission où on a montré un extrait d'un film de Fassbinder, Le mariage de Maria Braun. Et c'était une émission avec beaucoup de sources, et je pense qu'on avait déjà dépassé le budget. Mais Marc Ferro, qui appréciait beaucoup le cinéma de Fassbinder, voulait bien avoir un extrait du mariage de Maria Braun. Et à l'époque, sortait le DVD édité par Arte. Et donc, on a négocié avec eux que si Histoire parallèle fait de la publicité, c'est-à-dire on met la source d'où ça vient, et Marc Ferro, il montre la pochette, je pense que c'est même gratuit.
C'est- Après, je dois dire, il n'y avait pas beaucoup de deals comme ça. Et faire de la publicité cachée pour un film de Fassbinder, personne n'avait du mal avec ça. Et après, Marc Ferro, qui n'était quand même pas un bon publicitaire, il a montré la pochette, mais l'inverse est du mauvais côté. Donc, ça n'a pas très bien marché, je pense. J'aimerais aborder maintenant Histoire parallèle aujourd'hui, en 2021, et la difficulté qu'il y a aujourd'hui à voir Histoire parallèle. Aucune Ah, émission d'Histoire parallèle ne peut être vue aujourd'hui. Il y a la 630e émission et dernière émission qui est sur YouTube actuellement, sur le compte de la fondation Centrum Geremka, qui semble être celle de l'historien et homme politique Borislav Geremek. J'ai vu qu'elle a été visualisée 2500 fois. Euh, je ne sais pas s'ils ont eu une autorisation pour la diffuser, mais Monsieur Guérémec était invité dans cette dernière émission, donc peut-être qu'il y a pu avoir un accord à l'époque. Il y a aussi 3 émissions complètes d'Histoire parallèle qui sont actuellement disponibles, mais mises en ligne par un particulier, je ne dis pas qui, sans autorisation, qui a numérisé ses VHS. Et là, on est à près de 2000 visualisations depuis leur mise en ligne à l'occasion du décès de Marc Ferro. Il y a enfin 2 extraits, dont l'extrait qui, je crois, est lié à un de vos articles de la première émission euh, avec Klaus Wenger. Donc, je voudrais aborder 2 choses qui sont d'abord la conservation donc, des émissions et ensuite les droits de diffusion des émissions aujourd'hui. Il y a une première partie sur laquelle j'ai du mal à comprendre, ça concerne le stockage. J'ai compris qu'il y avait donc comme intervenant audiovisuel, il y avait la 7, 92. Ensuite, il y a Arte. J'ai compris qu'il y avait l'Inatech et qu'il y avait l'INA. Là-dessus, dans l'INA, il y a aussi l'INA grand public gratuit et puis Madeleine qui est le payant. Est-ce que vous pourriez détailler ces différents services audiovisuels et la vision que vous avez de leur stockage? alors, théoriquement, toutes les émissions devraient se trouver à l'INA, qui sont les archives de la télévision en France. Et je pense que les émissions publiques devraient être là. Après, la télévision, c'est quand même un médium du direct qui n'a pas toujours un sens de l'histoire ou de la conservation. Donc, je pense qu'il y a des documents qui sont aussi perdus, mais ça m'étonnerait que… Non, ça m'étonnerait pas, mais je n'espère pas que c'est arrivé avec les premières émissions d'Histoire parallèle. Et je pense qu'après que c'est passé sur Arte, de toute façon, tout devrait être conservé. Et tout ce qui est à partir de 95, toutes les émissions à partir de 1995 sont accessibles au public via l'Inatech. L'Inatech est un organisme qui a été créé suite à la loi qui rend les émissions de la télévision et de la radio accessibles à tout le monde. Et l'Inatech gère ses fonds. L'Inatech fait des enregistrements en direct. Quand c'est diffusé, c'est enregistré par l'Inatech. Mais ce qui est terrible, c'est pour les émissions qui sont avant 1995. J'ai pris l'analyse que vous faisiez dans le livre, donc l'œuvre audiovisuelle de Marc Ferro. Euh, Quasiment toute l'année 39 hein, ne serait pas référencée dans l'Inatech. En tout cas, j'ai regardé, je n'ai pas Ouais. trouvé. La quasi-totalité de 1942, tout 43 et tout 44. Hein. Ce sont des années qui sont très importantes par rapport à la guerre, qui ne sont pas référencées à l'Inatech. Donc ça veut dire, est-ce que c'est un défaut de référencement d'Inatech ou est-ce qu'il y a un défaut de stockage? Je n'ai pas encore contacté l'Inatech pour leur poser la question, mais j'ai compris que vous aviez passé plusieurs années à chercher ces documents, donc vous avez peut-être de meilleures informations que celles que je pourrais obtenir là en les contactant tout de suite.
Ce travail-là, c'est un collègue, Sébastien Layard, qui l'a fait à l'INATEC. Donc, je ne peux pas trop dire à quoi c'est lié. Peut-être c'est aussi lié au fait que, pour le moment, personne n'a vraiment trop demandé, ce qui m'étonnerait quand même. En même temps, nous, j'ai été étonné que, sur l'histoire parallèle, il y a aucun travail de fond qui a été fait. Il y a un DEA, une historienne belge, qui a traité l'histoire parallèle, en partie. Sinon, il y a Isabelle Vera-Masson, qui mentionne l'émission dans son livre sur l'histoire à la télévision française. Et après, il y a peut-être 2-3 articles et les 2-3 articles de Marc Ferraud sur l'émission. Et l'ouvrage de Marc Ferraud dans lequel il a publié les lettres de téléspectateurs. Mais sinon, c'est peut-être le format biblique qui fait peur, mais il n'y a personne pour le moment qui a fait un travail d'historien sur cette émission d'historien. Mais vous êtes modeste parce qu'il y a quand même votre ouvrage collectif sur l'œuvre audiovisuelle de Marc Ferraud, sorti il y a 1 an à peu près. Oui, mais c'est pas le premier qui s'intéresse à ces films, mais c'est la première fois qu'on a tenté de voir le travail de Marc Ferraud sur le cinéma et à la télévision en entier. On a découvert plein de choses. Et ce qui est intéressant, parce que ça permet aussi c'est non seulement intéressant par rapport à l'œuvre de Marc Ferraud, mais aussi par rapport à l'évolution de l'utilisation de l'image, du cinéma, de la télévision à des fins historiques, à des fins de pédagogie de l'histoire. Et quand je dis il n'y a pas de travail, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de travail sur l'histoire parallèle, il y a quelques articles, mais il n'y a aucun travail ça serait une super thèse, qui a travaillé sur l'émission dans sa totalité. Ce qui est certainement pas possible parce que déjà pour visionner 630 émissions, ça prendra beaucoup de temps, mais je pense que ça fait peur. C'est la seule explication que j'ai parce que l'émission, c'est aussi un who's who des historiens et historiennes des années 90. Histoire parallèle a aussi donné de la parole aux historiens, historiennes, dont les travaux ont été les plus discutés et les plus présents et les plus importants à ce moment-là. Et c'était aussi une émission qui apportait l'histoire à 1 heure de grande écoute, qui habituellement n'est pas consacrée du tout à ce genre de choses. Oui. Et après, je voudrais revenir à la question des archives et comment le travail pour les documentalistes a changé. Ce qui est un peu absurde, c'est qu'après 95, avec la nouvelle formule et les émissions thématiques, les archives sont devenues beaucoup plus importantes. On a fait un travail assez important sur les archives. Il y avait des documents parfois jamais diffusés, parfois très peu connus, où on connaissait juste un extrait et on a montré aussi ce qu'il y avait avant ou après. Mais en même temps, l'invité prenait de plus en plus de place et il y avait aussi de plus en plus de célébrités, entre guillemets. Il y avait Gorbatchev, il y avait Schröder quand il était encore chancelier, il y avait des témoins d'époque connus. Et donc, par rapport au public, l'intérêt s'est un peu déplacé vers l'invité. Ce qui fait qu'on a dépensé beaucoup plus d'énergie et d'argent dans les archives, avec comme résultat qu'on s'intéresse plus à l'invité. Et pour en venir à cette hypothèse, enfin, comment dire, à cette interrogation sur le stockage réel
ou enfin sur l'absence de stockage ou la mauvaise indexation. J'ai vu qu'il y avait deux personnes, Patrick Mougenet et Yann Laguedec, qui indiquaient, j'ai vu ça sur Internet, sur une page, et je crois que vous étiez mentionné aussi, avoir pu récupérer près de 150 numéros de la série, dont 102 qui seraient numérisés. Ce sont des émissions enregistrées par des amateurs, donc, qui ont été récupérées. Oui, après, j'ai complètement oublié ça. Il y a une institution qui devrait avoir les premières émissions d'Histoire parallèle, au moins jusqu'au numéro 50-60, qui est la médiathèque d'Oldenburg en Allemagne. Et c'est parce que moi, je suis tombé sur Histoire parallèle parce que c'est le responsable de la médiathèque à Oldenburg à l'époque. C'était un fan d'Histoire parallèle. Il avait enregistré toutes les émissions, mais il lui manquait les premiers qui étaient passés sur la 3. Et donc, à l'époque, je faisais ma thèse et j'ai fait des recherches là-bas. Et quand il a appris que moi, j'avais fait mes études en France et que je parle français, il m'avait demandé si je ne peux pas contacter la production pour leur demander les premières émissions. Ce que j'ai fait, et je pense que je n'ai pas eu de réponse pendant un bon moment. Entre-temps, j'avais commencé un DEA en France et ma directrice de recherche, Claudine de France, avait le numéro de téléphone de Marc Ferraud, qui était un collègue, qui m'a dit appelle-le pour lui demander directement. Et je l'ai appelé, il n'était pas là, mais sa collaboratrice, Nadja Vukovic, m'a dit, je discutais avec elle, et m'a dit, quand j'ai parlé de mon projet de thèse, justement, on fait une émission sur le blocus de Berlin, va voir la production. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour Histoire parallèle. Et après, je pense, 1 an de travail, j'ai reçu la lettre de la productrice comme quoi ils ne peuvent pas me donner, ils peuvent pas donner les émissions pour des problèmes de droit. Et à ce moment-là, j'avais déjà envoyé les copies des premières émissions à Oldenburg qui, après, a envoyé des films à la production. Donc, c'était un échange avec Oldenburg. Et voilà. Donc, il devrait avoir les premières émissions au moins jusqu'au numéro 50-60. Mais ces problèmes de droit ne pourraient-ils pas expirer un jour Euh, sur les actualités qui datent déjà d'il y a 70 ans? Ça, c'est une bonne question. Là, je dois avouer qu'il faut demander à un juriste. D'ailleurs, Marc Ferraud, on a fait un entretien avec lui sur la question d'image d'archives et avec Pierre Sorlin. Et la dernière question était comment définirez-vous l'image d'archives? Et Pierre Sorlin a essayé de la définir, ce qui est peut-être impossible. Et Marc Ferraud, il a répondu faut demander à un juriste. Et je dirais là aussi, mais je crains que non. La question des droits, elle reste. D'ailleurs, c'est pour les archives fédérales en Allemagne, les actualités de guerre sont certainement celles qui rapportent le plus d'argent. Après, peut-être juste un mot, pourquoi Arte n'a jamais rediffusé Histoire parallèle. Je pense que la réponse, les difficultés des droits, n'est pas la vraie raison. Parce qu'il y a des émissions où ça serait très facile à négocier. Les premières émissions où il y a juste 2 actualités, aucun problème. Surtout si c'est le Bundesarchiv à Berlin et Pathé en France, c'est 2 mails et l'affaire est réglée plus ou moins. Je pense que c'est plutôt une volonté de ne pas les diffuser. Peut-être ça s'explique par des... À l'époque, il y avait peut-être aussi certaines... Je ne sais pas s'il y avait une jalousie parce que l'émission marchait très bien, mais c'était une production de Monteur Studio. Elle n'était pas produite par Arte à Strasbourg.
ça se passait à Paris et Mentor Studio travaillait essentiellement que pour Arte. Mais peut-être c'est aussi la raison, c'est que actuellement, Arte n'a pas un grand intérêt dans ce genre d'émission et peut-être aussi dans un travail avec les images sur l'histoire qui ne rentrent pas dans un registre conventionnel. Un dernier point qui me vient à l'esprit, j'avais vu dans une émission d'Histoire parallèle, Marc Ferraud présenter un montage de l'actualité des 50 premières années du XXe siècle, qui devait être un montage qui devait durer, je pense, 1 minute, sur lequel il faisait un commentaire en voix off. Et il expliquait comment on pouvait complètement remonter l'histoire du siècle. Et il présentait donc ce montage et il disait maintenant, je vais vous montrer une présentation différente. Je sais pas, dans le premier principe, ça devait être peut-être l'histoire militaire, dans le second principe, l'histoire politique. Et c'était frappant de voir comment les mêmes images, avec un texte différent et peut-être une musique différente derrière, changeaient complètement les perceptions qu'on pouvait avoir des images. Vous voyez à quel documentaire je fais référence, à quelles images je fais référence? Oui, je pense que ça rentre avec Pierre Gauge, un cinéaste avec lequel il a beaucoup travaillé, avec qui il a fait une histoire de la médecine. C'était un projet de film d'une minute. Et les 2 premiers, c'est justement, sont 2 montages expérimentaux. Et après, il y a une cinquantaine de films d'une minute qui ont été diffusés par la télévision italienne. Après, je n'étais même pas au courant qu'ils ont montré ça dans le cadre de l'histoire parallèle. Oui, oui. Alors d'ailleurs, c'était dans l'histoire parallèle, hein, pas dans les carnets. D'ailleurs, les carnets, je ne l'ai pas évoqué, mais pour moi, histoire parallèle, c'est avant 95. Parce qu'il y a cette continuité, semaine après semaine, qui fait vivre aux gens l'écoulement du temps. Après, j'étais moins fan de l'émission, qui reste passionnante, hein, mais c'était moins fort. Et puis, c'est vrai que la guerre, il n'y a rien de pire comme trame globale pour unifier le temps, hein. Ouais. Mais donc, les carnets d'histoire parallèle, je les ai un petit peu regardés parce que là, ils ont été réédités gratuitement sur le site d'Arte. Il y a 9 épisodes qui sont actuellement en ligne. Et je ne ressens pas du tout ce que je ressentais en voyant Histoire parallèle. Parce qu'il n'y a pas de continuité. En fait, j'imagine pour les problèmes de droit, il n'y a que les interviews de plateau qui Ouais. sont diffusées, hein. Donc on n'a pas les images, on a juste les commentaires sur les images. Donc c'est terrible. Je comprends qu'il n'y avait pas d'autre solution, mais c'est quand même terrible. Oui. Après, c'est, je dirais aussi les émissions après 95 étaient très différentes. Il y avait certaines où, alors, à mon avis, les émissions les plus intéressantes, c'est quand on parle vraiment de l'image et il y a une réflexion sur l'image, ce qui n'est pas toujours le cas avec les historiens. Bon, après, c'est non plus leur domaine. Donc, mais au moins, Marc Ferraud, il a toujours essayé de partir des images et ne pas partir d'une idée préconçue. Et ce qui faisait aussi la qualité d'Histoire parallèle, c'est non seulement de montrer les actualités de l'époque, mais aussi de mentionner ce qui n'est pas montré. Il y a une fameuse phrase d'Alexander Kluge qui dit que le non filmé critique le filmé. Et ce travail-là, de montrer à travers ce qui est montré, d'évoquer tout ce qui n'est pas montré, Mm. c'est aussi un exercice formidable par rapport à l'image et ses lacunes, son instrumentation idéologique. Je dirais le concept original qui était 2 émissions, 2 historiens, était très simple, mais d'une très grande efficacité. Après, les autres émissions, c'était aussi très intéressant, mais après, ça dépend. Il y avait quelques-unes qui étaient très éclairantes aussi par rapport aux images, mais ça arrivait aussi que
ce que j'ai déjà évoqué, que l'invité était plus intéressant que les images. Et, et là, les images servaient comme pour lancer le débat. Et après, on s'est intéressé à la vision de Schröder de la social-démocratie. Et les documents étaient un peu annexes. Bon, je vous remercie beaucoup. Et J'espère. j'aurais Oui, encore une information. Bah, après, je ne sais pas encore ce que ça donne, mais en ce moment, j'aide la famille Afero de faire le tri dans son bureau. Et Marc Ferro nous a toujours parlé d'une cave où se oui. trouvent les VHS. Et apparemment, là, ils ont trouvé les clés et ils m'ont envoyé des photos. Et il y a au moins 700 VHS. Waouh! Et en ce moment, je suis en train de voir avec l'université pour une camionnette. Et on va… voilà, j'espère que les rats n'ont pas encore fait le travail. J'ai vu certaines pochettes de l'époque, donc je suis sûr que ce sont les histoires parallèles. Et voilà, j'espère pouvoir les repatrier. On a une vidéothèque qui font un travail de numérisation. Après, je pense qu'elle va si j'arrive avec 630 VHS, elle va plus jamais me parler. Et après, l'expérience un peu celle qu'a fait Marc Ferro avec Histoire parallèle, où la production, on savait que dès qu'il y a De Gaulle, on aura plus d'1 million de téléspectateurs. Dès qu'il y a l'Europe, ça sera un bide. De Gaulle était relativement facile, entre guillemets, parce que il y avait les témoins, on les connaissait. Bon, bref, les historiens ont travaillé là-dessus et tout. Par contre, l'Europe, des questions plus structurelles, c'était 2 fois plus de travail, avec 3 fois moins de succès. Ouais. Après, ce qui est aussi intéressant, Marc Ferro, il a été pas déçu, mais une expérience d'histoire pareille était que l'historien, il a beau à expliquer ce qui s'est passé et à expliquer la propagande, tous les mensonges, ou tous les non-dits, tout ce qu'il y a entre les lignes. Le spectateur ou la spectatrice ne voit ce qu'elle veut voir ou il veut voir. Ça, je me rappelle encore, il avait parlé de le Front populaire et à chaque fois, il a dit non, le débâcle, c'était pas la responsabilité du Front populaire. Et après, la production a reçu des lettres où les spectateurs l'ont remercié d'avoir expliqué comme quoi les communistes étaient la raison du débâcle.